Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, la thèse que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur la continuité et la cohérence des systèmes mécatroniques basés sur une structure topologique. Thèse réalisée dans le cadre de l'école doctorale de l'école centrale au sein du LISMA sous la direction d'Alain Rivière et encadrée par Olivia Pénas et Jean-Yves Chollet. Après une brève mise en contexte de ces activités de recherche, nous verrons sur quelles études fondamentales d'autres chercheurs, sur lesquels j'ai basé en fait mes travaux et à partir desquels j'ai réalisé un certain nombre de propositions pour garantir la continuité et la cohérence de la modélisation du système mécatronique. Enfin, après une rapide synthèse, nous terminerons sur des perspectives de poursuite de ces travaux. La mécatronique implique une haute intégration 3D de l'électronique et de la mécanique, en lien étroit avec l'automatique et l'informatique. Comme tout système, elle nécessite la recherche d'une architecture optimale et de ses composants. Le champ de notre étude s'est limité ici à la phase de préconception. La préconception mécatronique appartient aux 3 premières étapes de la phase descendante du cycle de conception. Elle fait apparaître une hétérogénéité sémantique liée aux aspects multidomaines, donc ici, et multiniveaux. Hétérogénéité sémantique entre métiers de l'AMI, donc les métiers de la mécatronique, et entre les différents logiciels intervenant aux différents niveaux de modélisation. Donc fait apparaître une hétérogénéité horizontale et hétérogénéité verticale, temporelle ici. La phase de préconception qui sera l'objet de l'étude s'arrêtera avant la phase de modélisation multiphysique 3D, élément fini. Pardon. Avec une telle diversité d'intervenants, de logiciels, de représentations, comment peut-on garantir la continuité et la cohérence de tous ces modèles selon tous ces points de vue ? Eh bien, comme tous les points de la thèse n'ont pas été abordés ici, je vais juste rappeler les solutions qui ont été proposées, avec tout d'abord une première étape qui a consisté pour nous à définir, à identifier les besoins en modélisation. Besoins en modélisation, donc, qui sont plus particulièrement le fait de pouvoir capitaliser les connaissances, automatiser et assister la création, résoudre les problèmes, et enfin, à la limite, ça pourrait être même le premier des besoins, pouvoir décrire le cycle de vie du produit. La résolution des problèmes qualitatifs, donc de type architecturaux et quantitatifs, l'automatisation, Donc, ces 4 besoins cardinaux définissent ce que j'ai appelé le tétraèdre en fait, du besoin. Et pour répondre à ce besoin, l'intégration d'une méthodologie hybride dans un seul langage et un seul outil, Modelica d'Imola, a été implémentée. Nous ne le présenterons pas malheureusement ici. Alors, voilà. Pour répondre donc en revanche, je me suis un peu perdu là. Voilà. Donc ceci nous a amené à mettre en évidence le besoin d'une structure topologique sous-jacente. Structure topologique sous-jacente donc qui n'est pas suffisante. Il a été nécessaire en fait de nous focaliser sur la modélisation multiphysique et notamment de rechercher les apports de la topologie pour une approche globale de résolution. Du cycle en V précédent, les exigences, les fonctions, les éléments multiphysiques et les composants sont vus comme des nœuds de la structure topologique. Les relations, donc notre cycle en V, chacun des nœuds, cette fois-ci, de notre structure. Les relations d'incidence, ici nos flèches, nos connexions, donc traduisent des relations structurelles et de causalité. Les frontières multiniveaux, ici, donc les frontières multiniveaux et multidomaines existent. Lors de la préconception, les métiers sont clairement identifiés, mais les liens topologiques entre les métiers et à tous les niveaux ne sont pas garantis.
Nous avons ici la représentation de l'idéal de connexion de la structure topologique sous-jacente du cycle en V. Donc toutes les connexions sont réalisées, tous les besoins ici sont remplis. En présence des hétérogénéités que nous avons vues précédemment, la structure réelle prend rarement en compte tous ces besoins de connexion. Et donc nous avons déconnecté ainsi un certain nombre de fonctions, de composants, d'exigences dans chacun de nos domaines. La plupart donc des domaines sont déconnectés les uns des autres. Les modifications d'une modélisation ne sont pas nécessairement répercutées entre niveau et domaine. Et donc, ce que nous allons proposer, c'est de passer du point de vue métier au point de vue système et de conception du système, de manière à supprimer l'ensemble de ces frontières. Ainsi, cela devrait permettre de supprimer les données spatio-temporelles de conception et faire place à un espace topologique unique. Mais avant de revenir sur cette structure, voyons quels liens peuvent être établis entre la topologie et la modélisation. Donc ces liens ont été initiés par un groupe de pionniers, puis de très nombreux chercheurs ont apporté leur pierre à l'édifice topologique et au respect des besoins en modélisation au travers donc, de la topologie. Parmi nos pionniers, nous allons trouver Euler et Kuratowski, pour lequel le premier s'est essentiellement intéressé au graphe et Kuratowski à la réalisation du graphe. Euler, Poincaré et Betti nous ont intéressés pour la notion d'invariant topologique permettant de caractériser nos connexions et nos différents espaces topologiques. Henri Cartan, donc lui a présenté l'approche donc de type simplexial avec les simplexes et les complexes simpliciaux. Firestone nous a servi pour toute la partie analogie multiphysique. Nous utilisons couramment une analogie et en fait il se trouve que nous allons faire un choix un peu contraire à la tendance actuelle qui est d'utiliser un deuxième type d'analogie que nous justifierons par la suite. Cron a été le premier à intégrer les tenseurs en ingénierie, a appliqué tout ceci sur les réseaux électriques, les machines tournantes et a étendu ça au système et notamment au système mécanique. Il a proposé une technique dite de diacoptics, technique de décomposition, donc d'un système en sous-système pouvant aller au niveau élémentaire pour la résolution du système, connaissant en fait chacun des éléments du sous-système et du comportement. Donc il était capable de remonter à la structure globale. Branin lui s'est intéressé principalement à la modélisation et la résolution donc, des réseaux. Il a étendu cette approche de type réseau aux dimensions supérieures donc des structures topologiques des réseaux. Et enfin Roth, qui a validé tout le travail de Cron et était aussi en relation avec Branin et a notamment introduit les problèmes d'homologie et cohomologie, en tout cas pour justifier ses travaux précédents. Alors je vais revenir un petit peu sur ces pionniers, puisque tout mon travail en fait se base vraiment sur ces points-là. Alors Euler, ça commence par lui en 1741, donc avec les graphes, qui à partir simplement d'une représentation a été capable de transformer en fait cette vue en un graphe de manière à résoudre son problème des ponts de Königsberg. Kuratowski, lui, s'est posé la problématique de comment peut-on représenter des graphes sur un plan sans qu'il y ait d'arcs qui se coupent. Eh bien, il a démontré qu'il fallait qu'il n'existe dans chacun de ces graphes aucun sous-graphe homéomorphe à une clique K5 ou K3-3. Euler, Poincaré et Betti, sur les invariantes topologiques, vont nous apporter la capacité en fait, de caractériser l'état d'évolution du système
en effectuant en fait un certain nombre d'opérations donc, sur les différents espaces. Le premier, c'est un point de vue global donc de la structure. Et enfin, Betti, qui lui va s'intéresser au rang des groupes d'homologie. Cartan qui nous propose ici une discrétisation de nos structures en objets de type simplex et va proposer donc une description de type complexe simplicio. Firestone, par les analogies physiques qu'il propose et sa topologie, va nous offrir en fait une autre voie pour modéliser nos structures de manière cohérente. Donc ici, nous avons trois structures qui n'ont absolument rien à voir l'une avec les autres, si ce n'est leur topologie. Et pour pouvoir garantir que ces trois structures eh bien, vont nous permettre d'être modélisées sous une seule forme, sans aller regarder l'analogie physique, eh bien, il faut faire ce choix ce deuxième choix, cette deuxième option en fait, de choix d'analogie physique. Cron, Branin et Roth, donc les trois, je vous ai dit, qui étaient en relation, ont travaillé sur donc l'utilisation de la mise en relation d'objets duals et objets primals. Ici, nous avons donc une structure simplexiale avec des phases, des arêtes et des sommets sur lesquels nous allons plaquer une structure algébrique et établir un lien entre les variables duales associées à cette structure. Et la relation physique qu'ils établissent se fait à ce niveau ici. Et en fait, nous retrouvons la structure qui correspond à ce que l'on voit quand on parle simplement des réseaux. D'accord ? Mais ils ont étendu ceci à des dimensions supérieures. Alors je vais passer, 12. Bien. Les suiveurs. Alors les suiveurs, donc nous retrouvons Tonti, qui a très fortement développé toutes les notions de dualité multiphysique et structurelle. Bjork, qui a appliqué les réseaux généralisés au système manufacturé et qui a intégré la géométrie dans la matrice d'incidence. Donc ça a été un des points problématiques que nous avons tenté de résoudre et que nous pensons avoir correctement résolu. Donc d'extraire vraiment la notion de type géométrie et la notion de type topologique. Magos Rivera nous a permis d'envisager des structures à topologie variable. Donc, nous sommes en phase de conception, les structures ne sont pas encore bien identifiées, des structures sont déjà préexistantes et il va falloir faire un certain nombre de connexions et c'est un apport en tout cas qui nous a été très très utile. Serré, donc avec la validité géométrique et la cohérence de la spécification d'un objet de l'espace euclidien à n dimensions, en fait, on peut dire le germe de cette thèse, puisque au final, ce que j'essayais de faire, c'est tout simplement une extension de la géométrie à la multiphysique. Alors, je dis de la géométrie à la multiphysique, en fait, j'ai intégré aussi le cycle de conception mécatronique. Et donc là, bon, je suis peut-être allé un petit peu plus loin que ce que je comptais faire au départ. Enfin, Valencia, avec les outils de topologie algébrique pour la gestion de l'hétérogénéité sémantique. Donc là, on est en plein dans les problématiques initiaux du cycle en V. Tonti, donc là, une rapide visualisation du type d'analogie, en tout cas d'analogie dualité multiphysique. Ici, nous retrouvons une dualité structurelle. Donc le point devient un volume, le volume devient un point. Voilà, donc en fait, alors une petite précision, parce que je n'aurai pas le temps d'en parler après. En fait, là, ce que l'on voit, c'est une dualité dite de Hodge, dualité de Hodge en dimension 3. D'accord. J'utiliserai aussi une dualité de Hodge en dimension 1
donc je préfère le dire à ce niveau-là. Donc dualité de Hodge en dimension 1, ben, une ligne devient un point devient une ligne. Bjork en 1995 a présenté donc une grosse synthèse sur les réseaux généralisés et a représenté les 4 techniques de résolution qui existent en passant par les nœuds, les coupures, les circuits et les régions. Donc coupures et circuits qui utilisent les arbres et coarbres générés à partir de la structure topologique existante. Cron, Branin et le suiveur donc Bjork qui ont utilisé comme fondement en fait les lois de Kirchhoff généralisées, donc équation de compatibilité et équation d'équilibre, qui permettent de traduire, enfin qui traduisent en fait la topologie du réseau, la manière dont sont connectés chacun des éléments. Autre élément aussi utilisé, point de vue utilisé, c'est la loi de comportement liée à la physique, et ici avec le point de vue du métrologue. J'ai mon système, je le mesure, je mesure le courant qui traverse le composant et je mesure les différences de potentiel qui sont de part en part. Magos-Rivera, donc avec le système multiphysique à topologie variable. Ici, il utilise une matrice d'incidence paramétrée avec des variables discrètes. Serré, donc sur la cohérence des spécifications géométriques, le tétraèdre ici sera toujours incohérent, il n'y a aucune solution pour réaliser ce système. Et bien, par une approche tensorielle, il va réussir à montrer justement quelles sont les conditions de réalisation de ce tétraèdre pour qu'il soit cohérent. Et il va se démarquer en fait du système cartésien, donc une représentation complètement non cartésienne, même si à la fin, pour la représentation dans un espace particulier, il reviendra sur le repère cartésien. Et pour finir, cette longue présentation donc des travaux sur lesquels je me suis appuyé, eh bien nous avons Valencia qui, elle, a eu un point de vue beaucoup plus global sur la modélisation de connaissances hétérogènes et donc a permis de décrire des bases de connaissances en utilisant uniquement des structures simplexiales et de résoudre des problèmes ici par exemple de type test de QI en suivant un chemin topologique particulier. Et elle a rappelé bien sûr un certain nombre de choses, notamment la possibilité de traduire des prédicats sous une forme topologique. Bien. À partir de l'ensemble de ces travaux, bien, j'ai 4 propositions. Alors, j'ai retenu en tout cas de vous présenter 4 propositions donc, qui vont nous permettre normalement de garantir une continuité de modélisation et de conception, de garantir une cohérence en analyse et en synthèse de la modélisation mécatronique, d'utiliser la topologie pour garantir la cohérence de la modélisation multiphysique, donc des réseaux linéaires aux complexes simpliciaux, et enfin un autre point qui est l'aspect temporel discrétisé. Donc là c'est un petit peu une extension enfin, des travaux on va dire parallèles, mais qui correspond en fait à un tout et en tout cas qui sont nécessaires à cette vision globale topologique. Alors je vais essayer de suivre en fait la présentation en utilisant un treillis piézoélectrique comme fil conducteur, avec 2 objectifs, analyse et synthèse. Analyse dans le cas d'une recherche d'inconnus mécaniques, synthèse dans le cas d'une recherche d'inconnus géométriques. Ceci afin de soit valider une structure, soit déterminer une structure en fait sous contrainte. Voilà. Donc un certain nombre d'hypothèses ont été posées et le premier travail qu'il va falloir faire, c'est d'effectuer une traduction de toutes ces hypothèses donc du langage courant en une structure, une transcription topologique du treillis. Et alors,
un petit peu difficile à lire, ce n'était pas vraiment l'objectif, mais nous retrouvons ici les exigences, l'ensemble des fonctions qui sont déjà préexistantes au niveau de la base de connaissances. Nous retrouvons des structures physiques possibles à créer, à utiliser, qui appartiennent à cette base de connaissances. Et puis, nous pouvons avoir ici, alors PZT, c'est bien le matériau qui est associé et qui va être associé à la structure physique. Alors, là, cette immersion est peut-être un peu rude, donc nous allons voir ce qui s'est passé entre les deux étapes. Entre les deux étapes, nous avons connecté, nous sommes passés du cycle en V, je vous ai dit, on change de point de vue, on passe au point de vue, du point de vue métier au point de vue système, on supprime l'ensemble des frontières, et cette suppression de l'ensemble des frontières va entraîner en fait uniquement cette vision. Alors cette vision, vous allez me dire, mais que va-t-elle m'apporter? Est-ce que moi je suis mécanicien, je fais quoi de cela? On est dans une structure qui est de type simplexial, ça n'empêche que tous ces nœuds sont étiquetés. Donc l'utilisation de filtres va nous permettre de faire ressortir à chaque fois chacun des différents points de vue, et ça reste des points de vue de la modélisation. La structure topologique donc, du modèle et la structure topologique associée vont se retrouver donc, ici décomposées. On retrouve les exigences connectées aux fonctions, connectées à la structure physique, aux composants. À cette structure topologique, il va nécessairement falloir associer la structure algébrique, donc, à laquelle on va associer un certain nombre de paramètres. Il va falloir à un moment vérifier que le paramètre exigé est bien respecté par la structure physique, donc on va avoir une connexion de contrôle. Et l'opérateur, celui qui va devoir vérifier que ce que l'on fait est correct, lui va aussi avoir la possibilité soit de lire une information sur cette phase, soit de valider ou de forcer ou non une valeur, de manière à basculer dans un mode de type analyse ou de type synthèse. Encore une autre connexion de contrôle qui peut avoir lieu entre la structure physique et la structure de type composant, entre la structure que l'on aurait simulée et le composant existant réel. À partir d'une structure, ce n'est pas suffisant. Nous sommes en phase de conception, donc il y a nécessairement des structures alternatives. Et la topologie, donc une topologie en tout cas variable pour des architectures candidates. Donc nous utilisons en tout cas partiellement la définition de Magos-Rivera avec des connexions alternatives. La matrice d'incidence est elle-même donc paramétrée. Nous retrouvons non plus une structure, mais une forêt d'architectures candidates. Voilà. Alors. Donc, nous avons une structure. Nous garantissons par les connexions, d'incidence, que cette structure est continue. Il va maintenant falloir aussi vérifier un certain nombre de cohérences. Et là, j'ai choisi de présenter en fait un test de cohérence pour entre guillemets, le tolérancement. Nous allons fixer une valeur entre une valeur nominale mini et maxi, et il va falloir ici définir une structure particulière. Donc structure particulière que je vais vous présenter ici en partant d'une notion, en partant simplement de l'utilisation des complexes de Cauchy pour l'analyse et la synthèse. Je vais utiliser donc les notions de différence de potentiel et de boucle. Donc nous retrouvons ici, pour chacun des nœuds, des potentiels associés. Par la matrice d'incidence, nous allons définir les différences de potentiel, donc matrice d'incidence des zéros, et par la matrice d'incidence qui nous permet de passer aux faces, nous allons obtenir une autre grandeur, donc ici, qui correspondrait au zéro. Alors,
que va-t-on faire à partir de cette propriété-là? Eh bien, on va écrire un graphe qui correspond, enfin un graphe, une structure en tout cas simplexiale qui correspond à la mesure justement de ces informations de cohérence. Deux types d'informations de cohérence sur la cohérence de l'attribution des grandeurs. Avons-nous respecté la valeur minimum inférieure à la valeur nominale inférieure à la valeur maximum? Eh bien, nous allons le visualiser au sein de chacune de ces faces. Celle-ci n'est pas à prendre en compte, puisque nous avons en fait réalisé un certain nombre de forçages sur la structure pour pouvoir observer justement cet état de cohérence. Deuxième aussi détection de cohérence, c'est sur les dépassements de la structure physique par rapport à ce qui était exigé. Donc, j'ai extrait ici uniquement la partie correspondant à la valeur minimale pour montrer en fait le type de la traduction mathématique qu'il y aurait derrière. Donc à partir de la matrice d'incidence que nous avons ici, j'ajoute un paramètre qui influence donc la valeur de cette branche, delta, et j'effectue donc le calcul sur ma face en valant L min moins L nominal plus delta. Et en fonction de mon delta qui est imposé ou non, eh bien je me retrouve dans un cas d'analyse ou de synthèse. Je me retrouve dans un cas où j'impose une valeur et je fais le test. Et dans l'autre cas, eh bien, je libère la structure et je dois trouver l'optimum. Alors une petite illustration, donc ici on détecte deux problèmes. Alors je vous ai dit, cette valeur-là n'est pas à prendre en compte, enfin, elle correspond, en fait elle est tout à fait logique puisque la somme des deux ici restera toujours à 0, hein, cette face-là est toujours nulle. Mais ici il y a bien une valeur qui est, nous avons deux valeurs positives, nous avons bien l'inversion de 2 et de 1. Nous corrigeons ceci, donc l'opérateur corrige ceci, il a bien ici, cette fois-ci, la valeur moins 1 qui apparaît. Reste encore une erreur à corriger, erreur qu'il va corriger, et il va obtenir ici une structure qui va devenir cohérente par rapport à son besoin. Appliquons un certain nombre de ces notions pour, cette fois-ci, la multiphysique, la modélisation multiphysique et la géométrie. Nous avons ici représenté un certain nombre de points de vue. Donc le point de vue de type modèle métier d'une résistance, lorsque l'on va raisonner en fait sur l'objet résistance, on va la voir essentiellement comme un objet, et souvent on le représente comme un nœud. Il va falloir, pour pouvoir utiliser les structures topologiques permettant de réaliser des calculs multiphysiques, basculer donc avec le dual de Hodge pour transformer ce qui était donc un nœud, le transformer donc en une branche, et tout ce qui était donc de type connexion, eh bien, le transformer en un nœud. À partir de cette structure, nous allons pouvoir définir le graphe donc KBR associé, donc Cron, Branin, Roth, et de cette structure, nous voyons qu'il y a eu une traduction intégrale de toutes les informations qui étaient intégrées ici. Donc nous retrouvons les notions de dualité avec ici nos variables de type différence de potentiel et ici les variables de type flux, avec entre les deux la relation de comportement qui va permettre de passer d'une variable contravariante à une variable covariante. La résistance électrique, là cette fois-ci nous sommes sur l'objet réel. Lui, il est bien connecté avec deux éléments A et B. Il a une résistivité ρ qui est définie, une longueur L qui est définie. Donc ce sont des informations là ici venant directement du réel et ce sont des valeurs qui sont des valeurs d'un espace discrétisé. Ici nous sommes dans un espace continu et ici nous basculons dans un espace discrétisé. Alors, voyons donc
donc le graphe KBR, alors modifié par nous pour justement pouvoir faire apparaître non seulement les aspects multiphysiques, mais tous les aspects géométriques. Donc, première étape, nous allons décomposer la structure correspondant à la structure donc, de type complexe de Cauchen. Pour chacun des nœuds ABCD, nous allons associer donc, les tensions des positions aux nœuds, donc la géométrie apparaît ici. Nous faisons aussi apparaître aussi quelque chose de particulier. Je montrerai sur quelque chose de particulier qui correspond en fait au déplacement de ces nœuds. D'accord ? Ces nœuds, via la matrice d'incidence, eh bien, vont nous donner nos différences de potentiel, vont nous donner les longueurs orientées et les allongements donc, de ces barres. Sur cette structure, sur cet espace, nous allons construire un autre espace donc, de déformation réelle orientée et de champs électriques. Ces champs électriques, ces déformations relatives réelles, eh bien, sont liées via la loi de comportement des matériaux piézoélectriques, eh bien, va nous donner les courants traversant donc, le circuit et les forces dans les arcs. Et par la matrice d'incidence, eh bien, nous allons pouvoir retrouver le comportement, enfin les informations donc, qui sont au nœud, et notamment nous pourrions ici définir quelles sont les forces que nous pourrions, quelles sont les forces forces extérieures pardon, que l'on pourrait retrouver. Donc cette structure permet à elle-même de garantir une cohérence, en tout cas complète, de traduction du modèle. Chacune des informations de comportement est ici et a été complètement intégrée. Chacune des positions et des grandeurs associées à notre structure a été indiquée. Alors, nous sommes partis d'une structure où nous imposions uniquement la tension aux bornes d'une des poutres piézoélectriques. Nous pourrions, puisque j'ai parlé aussi de synthèse, nous pourrions aussi réaliser un certain nombre poser un certain nombre de contraintes au niveau de chacun de ces éléments des complexes de chaîne et de Cauchen. Je suis court. Dernier point, ce qui concerne en fait l'exploitation de la matrice d'incidence pour le temps incrémental. Nous avons ici, nous retrouvons une face donc ABC. Cette face ABC va subir donc une déformation donc qui va faire basculer le point A vers le point A', B, B', C, C', et nous pouvons traduire en fait chacune de ces boucles, à la fois la boucle de variation donc des nœuds de la maille permutée en fonction de la maille pour traduire la variation de surface. Alors, et tout ceci en connexion avec la structure topologique. Alors, à quoi cela va-t-il servir ? Je vous ai parlé de continuum. On veut rester dans cet espace qui est purement de type description, on veut rester dans une structure topologique. Eh bien, ici, le fait de pouvoir se reconnecter à nos matrices d'incidence, eh bien, va nous permettre de rester complètement dans le même espace de représentation. Une petite illustration de l'aspect multiphysique et géométrique, eh bien, nous reprenons notre treillis. Alors nous n'observons en fait qu'une seule partie du treillis et nous effectuons le déplacement du point A suivant une trajectoire. Un voltmètre est placé pour mesurer l'effet de ce déplacement par rapport à mon champ magnétique. Et à partir donc là, du modèle purement physique, nous basculons sur notre structure topologique
Cette structure topologique fait apparaître évidemment une face, et en utilisant les formulations précédentes, eh bien, nous retrouvons la connexion directe avec la topologie, et nous sommes capables donc d'étendre ce que nous avions vu sur les branches aux surfaces. Alors, nous pouvons aussi, par d'autres moyens non présentés ici, basculer en fait sur les volumes et peut-être aller un petit peu plus loin. Voyons en fait toutes les propositions, donc tous les objets topologiques qui vont exister ou qui existeraient si ça avait été implémenté, mais en tout cas, voyons les objets qui vont permettre de garantir continuité et cohérence donc, tout au long de notre cycle de conception. Nous avons comme centre, en tout cas comme base névralgique, la structure topologique de conception du système. Donc ce noyau ici est le noyau fondamental pour pouvoir réaliser continuité et cohérence. Là-dessus, sur cette structure, donc avec des solutions alternatives, eh bien, nous allons réaliser un certain nombre de cohérences. Ici, ce sont l'utilisation des nombres de Betti qui ont été faits pour garantir en phase à chaque étape de la conception, eh bien, pour garantir garantir le statut de notre phase de conception. De cette structure topologique de conception, nous allons pouvoir en extraire des graphes topologiques qui, eux, vont nous permettre de construire le graphe KBR, donc pour la résolution globale, multiphysique et géométrique. Et sur cette structure elle-même, nous pouvons effectuer là aussi un certain nombre de tests de cohérence donc en conception. Là aussi, alors là c'est déjà un peu plus classique sur la géométrie puisque l'invariant de l'aire point carré est couramment utilisé en informatique notamment. Ce type de test en fait est très très classique. En conclusion, ce travail donc, correspond à une réponse aux besoins de modélisation que nous avons identifiés. Il répond à la fois aux problèmes architecturaux, mais aussi il permet de garantir la continuité et la cohérence pendant l'activité de conception. Voilà. De plus, cette approche donc, permet une approche global, un point de vue global de la résolution des problèmes multiphysiques et géométriques en analyse et en synthèse. Dans les perspectives de développement de ces travaux, alors j'en ai cité que quelques-unes, il y en a un peu plus dans la thèse. La première, à mon avis, ça serait déjà de développer une plateforme qui implémente ces solutions topologiques. Parce que là, je vous ai montré beaucoup de graphes, je vous ai montré énormément de structures topologiques. Maintenant, il faudrait peut-être une preuve, une vraie preuve réelle que vous pourriez valider ou invalider. Ça, c'est en tout cas quelque chose qui permettrait de vraiment donner corps à toute cette approche qui est pour l'instant un petit peu dans les limbes. Les systèmes, alors pendant cette recherche, je vous ai cité Valencia, Erika Valencia. Je suis tombé aussi au niveau du laboratoire en fait sur un travail qui était assez proche de ce que je faisais, qui travaillait sur les collections topologiques, les langages et qui avait développé, alors eux ils ont fait vraiment un très 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 fort développement sur le langage de modélisation fonctionnelle MGS, donc modélisation générale de systèmes, et qui utilise aussi les complexes de chaînes, mais là dans un cadre complètement différent, dans le cadre de la biologie. Et en fait, les systèmes qu'ils décrivent sont des systèmes dynamiques à structure dynamique. Or, ce que l'on a fait jusqu'à présent, c'est uniquement décrire la première partie du cycle en V, et nous sommes arrêtés aux éléments finis. D'accord ? Juste avant les éléments finis, on a dit on ne traite pas ce cas-là. Et les structures qu'ils proposent, les modifications donc, de dynamique de structure laisseraient en fait présager, nous permettraient en fait d'envisager
une possibilité de calcul continu en allant de nos structures de type treillis qu'on a présentées, qui sont quand même plus proches des réseaux, même si à un moment je vous ai parlé des faces, qui sont quand même plus proches des réseaux que d'une structure de type élément fini avec des éléments continus. Donc là, ici, une bonne piste en tout cas serait d'utiliser leur plateforme, de l'adapter à nos besoins, nos besoins de conception mécatronique, avec peut-être dans un premier temps déjà être capable de simuler. Et puis, dernier point qui m'avait été suggéré par Serge Champère ici présent, un aspect effectivement de tolérancement mécatronique. Rien ne nous empêche d'envisager une autre structure topologique associée à cet ensemble, cet ensemble en fait de structures topologiques qui cohabitent, et dans ce cas-là de voir un espace topologique de type tangentiel, tangent, pour traduire justement ce tolérancement mécatronique. Bien, je vous remercie pour votre attention. Je me tiens prêt à éclaircir certains points qui malheureusement n'auraient pas été assez précis. Merci Monsieur Plateau pour cette présentation extrêmement brillante, transparente, une clarté absolue.